Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle sélection des sorties de la semaine. Aujourd'hui, on va attaquer du lourd, surtout en comics, mais le manga n'est pas en reste, on a eu de très belles sorties aussi et on enchaîne directement. On commence directement avec les mangas, on va faire la partie la plus courte entre guillemets parce qu'il y en a moins, mais la qualité est au rendez-vous. Et on commence directement avec celui que vous attendiez tous, Bucket List of the Dead, 100 Bucket List of the Dead. J'exagère, c'était pas le plus attendu, mais moi j'ai vraiment kiffé le lire et continuer cette aventure-là. Le tome 1 avait été une très belle découverte, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce manga. Mais pour la faire court, c'est un jeune garçon, lui, qui travaillait dans une boîte de société d'esclaves. C'était pas un esclave à proprement parler, mais en gros oui, il travaillait des heures pas possibles non-stop, il arrêtait pas de bosser, pas de jour de congé, pas très mal payé, il rentrait jamais chez lui, et du coup, invasion zombie, et le gars il est en kiff total parce que enfin il peut arrêter de bosser et profiter, et du coup il fait une liste des 100 choses à faire avant de devenir un zombie, et donc vous allez suivre son histoire. Très belle réussite, très bon manga, j'ai vraiment bien aimé, le dessin est super sympa en plus, je montre ça. Pas mal d'action, de l'humour, assez décalé, des moments un peu plus trash. Mais tout est très bien dosé. Un très bon manga sur les zombies, pas pour les plus jeunes spécialement, mais dès 16 ans, vous pouvez y aller, franchement, même un peu avant, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ensuite, la grosse sortie vraiment que tout le monde attendait là, c'est pas de la blague, Jujutsu Kaisen, tome 10, déjà le 10e tome de cette tuerie totale. Je ne vous le présente plus, tout le monde connaît Jujutsu Kaisen, je crois. Animé de folie, manga de folie. Allez, rien que pour le fun. Quelques petites planches. Toujours aussi stylé. On continue ce manga. Je ne l'ai pas encore entièrement lu, je suis arrivé à la moitié. Je suis vraiment. Je suis arrivé là, vraiment. Ça, c'est l'endroit où je suis arrivé. Comme ça, vous voyez. Partage un petit moment. L'arrivée de Gojo. Gojo, ce personnage. C'est Kakashi qui était déjà là stylé, mais là on est vraiment sur de l'ultra stylé en fait. Jujutsu Kaisen, donc les histoires sur les exorcistes, on continue les histoires de Yuji et sa bande, vraiment gros kiff. Je sais pas, est-ce que vous lisez Jujutsu Kaisen? Est-ce que quelqu'un ne lit pas encore Jujutsu Kaisen? Dites-le si vous ne le lisez pas, je veux savoir, je veux connaître l'élu qui ne lit pas encore ça. Ensuite, autre grosse sortie en shonen, Boruto, tome 12, série que j'affectionne particulièrement, malgré que la partie de Naruto Shippuden m'avait particulièrement déçu. Ouais, franchement, Naruto Shippuden, moi j'avais bien aimé Naruto, mais une fois qu'on arrive dans la Shippuden, donc quand il devient ado dans le manga, j'ai trouvé ça vraiment très moyen, redondant, et puis la fin m'a complètement achevé. Moi j'avais. Donc j'ai mis super longtemps à me mettre à Boruto, donc qui est le fils de Naruto, c'est la relève. J'avais peur qu'on ait un truc copier-coller ou un Reddit, etc. Mais franchement, j'avais été super surpris, j'aime vraiment bien. Je trouve que le manga a une très bonne direction, et aussi surtout parce que beaucoup de monde critiquait l'animé, mais en fait l'animé n'a pas grand chose à voir avec le manga. Le manga c'est vraiment la vraie suite, et l'animé, bon, on est sur du filler, donc des trucs pas terribles. Mais là clairement, le manga Boruto c'est toujours un plaisir à lire. C'est plus Kishimoto au scénario, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Bon, je sais qu'il va revenir, je suis un peu déçu, j'espère que le manga va pas perdre en qualité, parce que pour moi Kishimoto c'est pas... C'était bien, mais voilà, c'est pas non plus... voilà. Donc c'est Kishimoto qui fait la supervision, le scénario c'est Yukio Kodashi, qui sera donc bientôt remplacé, et au dessin c'est Mikio Ikemoto, mais qui copie donc parfaitement bien. Je pense que c'est un assistant donc, de Kishimoto, donc le dessin effectivement, on est sur du Naruto, comme Toyotaro qui dessine DBS, où on est sur un style similaire forcément à Toriyama, même s'il n'égale pas le maître. Donc voilà, on est déjà au 12e tome de Boruto. Ensuite, encore une grosse sortie shonen, Black Clover, on est déjà au 28e tome. La série continue, donc Black Clover, le garçon qui un peu que ça, en fait c'est un peu un clone de Naruto, question magie. Donc c'était le garçon qui veut devenir empereur mage, mais qui n'a pas de magie, mais qui découvre un grimoire d'anti-magie, et va être recruté par la compagnie du Taureau Noir, la compagnie la plus loose et la plus tarée de tout l'univers de Clover, donc de tout le monde de Clover. Et là maintenant, on est en pleine guerre avec un autre royaume, etc. Encore des démons, pas mal de démons là-dedans.
Bon, les démons, ils n'ont pas le même style que les démons de Demon Slayer. Hein. On est dans un style relativement dégueulasse d'ailleurs. C'est ce qui est dommage d'ailleurs, parce que le manga en fait est vraiment bien. Les dessins sont vraiment beaux, mais quand ils dessinent des démons, on est sur du dégueulasse. Hein. Clairement, le design, voilà, il y a un truc quoi. Enfin, moi en tout cas personnellement, dites-moi votre avis si vous lisez Black Clover, si vous aimez bien le style des démons, si vous les trouvez réussis ou quoi. Et moi souvent j'avoue que les démons, je les trouve un peu... c'est pas ouf quoi. Clairement j'aime bien le manga, je trouve les dessins super, mais quand ils dessinent des démons, j'ai chaque fois ce... Ouais quoi, voilà. En plus il aime bien les démons forts noirs, blancs, tout ça, vu que le manga c'est en noir et blanc, des fois, plus leurs attaques et tout, on sait plus très bien qui est qui, où est où, c'est assez spécial. Et voilà, donc Black Clover, tome 28, très bonne série, à part le chara design de certains démons comme j'ai dit, mais sinon très très bon shonen de Yuki Tabata, si vous ne connaissez pas encore, à découvrir. On passe aux deux plus petites sorties, mais que j'ai vraiment kiffé. Donc Alma, tome 3, sur 4, si je dis pas de bêtises, donc ouais, c'est 4 tomes, donc on est bientôt à la fin. J'en avais parlé dans les sorties du tome 1, j'en avais parlé au 1, je crois, peut-être le 2 aussi, je ne sais plus, mais le 1 c'est sûr. Donc Alma, ce monde post-apocalyptique où les humains sont presque tous morts et que les machines vont presque entièrement reprendre le contrôle de l'humanité, mais un dernier espoir subsiste. L'Alma va-t-il réussir à sauver l'humanité? Va-t-il réussir à accéder au cœur de la ville des machines ou pas? On est dans un peu un scénario de style Matrix, mais vraiment très très sympa. Le dessin est sublime. Quelques planches là pour vous donner envie. On est vraiment sur du très très bon. Et le scénario est vraiment très très sympathique aussi. Franchement, j'ai vraiment été surpris. Je l'avais lu sans vraiment me dire si c'était bien ou pas, mais le dessin déjà m'avait assez conquis. Puis le scénario, très prenant. Donc déjà, petite série en 4 tomes. Je me réjouis de le 3 déjà parce que je ne l'ai pas encore lu. Et je me réjouis de le 4 pour voir si l'histoire se suffit en elle-même en 4 tomes et si on n'est pas un petit truc qui manque. Et puis aussi les covers, je ne sais pas si vous voyez, mais les covers, ils sont chaque fois un peu en effet 2D comme ça. Il y a un truc qui brille, là, super beau. Et on attaque donc le dernier manga, Survivor Club, tome 2. Le tome 1 est sorti début juillet. Oui, début juillet. Première semaine de juillet, je me souviens quand c'est sorti, j'ai cru que c'était encore un manga style ado qui vont survival game, etc. Donc j'avais pris le tome 1, mais j'avais mis super longtemps à lire parce que j'aime encore bien le genre, mais j'avais peur que ce soit redondant. Mais du coup, en fait, rien à voir, j'ai vraiment surkiffé le tome 1. Donc je me réjouis de lire le tome 2. Pour le pitch, donc Survival Club, c'est l'histoire. Donc il y a un jeune garçon qui était maltraité à l'école, persécuté par ses camarades de classe, et suite à la pression qu'il a subie, il a décidé de débarquer à l'école avec une bombe, et il s'est fait sauter, parce qu'il a voulu se suicider, et en même temps il a voulu emporter ses bourreaux avec lui, vu que toute la classe se taisait, même le prof ne disait rien face à tout ce qu'il subissait. Et on va retrouver quelques années plus tard donc des survivants de cet attentat, qui vont se réunir, passer à la demande de l'un d'eux, parce que en fait, quelques années plus tard, en fait, c'est devenu monnaie courante. Maintenant, tous ceux qui sont persécutés à l'école, ils en ont marre, donc ils se suicident. Il y a eu une vague de ce qui s'est fait suite à ça. Et en fait, dans les survivants, apparemment, il y en a un qui aurait aidé à la base le premier attentat et qui serait de mèche avec le garçon qui s'est suicidé et qui serait de mèche avec tous les autres qui font des attentats, et ils veulent découvrir qui et pourquoi. Et au même moment, dans la même école, au moment où ils s'occupent à se parler, à savoir qui est le traître, qui est la personne qui a, entre guillemets, qui a aidé à faire l'attentat, eh bien, on a une jeune fille qui demande, qui veut se suicider, en même temps qui demande à ce persécuteur de s'expliquer, d'avoir de la rédemption, voir s'il mérite de vivre ou pas. Et donc elle a la classe en otage, juste à côté de ceux qui tentent d'élucider qui est le génie du crime, qui dirige tout ça, toute cette opération de Survivor Club. Donc c'est un manga que j'ai vraiment bien aimé, le dessin très sympa aussi. Des moments un peu trash, hein. Suffit de le voir là. Et je trouve le sujet assez intéressant aussi. J'espère que ça tombera pas à l'eau, mais vraiment à l'eau du style, ça ne tombera pas à plat, voilà, pas à l'eau, mais ça ne tombera pas à plat, qu'il y aura vraiment un vrai message derrière et que ce sera bien fait. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc, pour le moment, en 2 tomes chez Delcourt, Survivor Club, pour public averti. Voilà pour les mangas. On va maintenant passer à la partie comics. Ultra Ice-T, Dragon Ball Super, Broly. Le thé de qualité. C'est parti pour les comics, et là on a du lourd, du très très lourd. On va commencer directement d'entrée de jeu par la brique Absolute Carnage. L'Absolute
d'Absolute Carnage, le mammouth. Pour vous donner l'idée, le volume normal et l'Absolute. Et là, c'est vraiment du goût. Hop. Pour le plaisir, je vous montre cette énormité. Regardez-moi ça. Ce bonheur de lecture. Alors, le défaut de l'Absolute, c'est que pour lire comme ça, c'est pas confortable. Hein, on n'est pas vraiment dans du... donc, c'est mieux à plat. Donc, Absolute Carnage, la bombe de chez Panini Comics qui vient de sortir. Donc, en format Absolute. J'ai mal au bras. Et en format 100%. Plus le Venom. Plus le petit Ex Libris de chez Booms BD exclusif. L'exclusif donc de Mark Bagley, la cover exclusive en Ex Libris, tirage limité. Alors Absolute Carnage, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien ou pas? Une vidéo arrive sur la chaîne très bientôt pour en parler en détail, mais je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc c'est la suite de Venom, ça se passe en même temps que le tome 5 de Venom, c'est de Nick Yates et de Brian Stegmans. Donc on est vraiment dans la continuité. Si vous lisez le tome 1 de Venom et que vous lisez ça directement après, vous êtes complètement raccord, vous voyez la suite de ce qui se passe. Il faut peut-être lire le tome 4 aussi de 3. Le tome 3 de Venom pour voir le prélude d'Absolute Carnage, mais vraiment on est dans le pur et dur de Venom, dans la suite. C'est vraiment un event de chez eux. Je vous montre quand même quelques planches parce que ça c'est vraiment... Stegmans, c'est un tueur total. Au niveau du dessin, lui c'est... il est monstrueux, il colle parfaitement à l'univers de Venom, regardez ça. Et Absolute Carnage, donc on est quand même, si en attendant la vidéo, je vous en parle quand même. Donc Absolute Carnage, c'est un event donc, qui se passe à la suite de Venom, où Carnage tente de rassembler les codex, donc ce sont des parties que les symbiotes laissent dans chaque fois qu'ils possèdent quelqu'un. Ils tentent de les récupérer pour faire appeler, pour ressusciter le dieu des symbiotes. Et donc pour ça, le petit défaut, c'est qu'il a besoin de les tuer. Donc il commence à faire un véritable carnage, le jeu de mots, pour récupérer tous les codex donc, qui sont sur la colonne vertébrale de toutes les personnes qui ont été possédées par un symbiote. Et forcément Venom et les Avengers et Spider-Man doivent tenter de l'en empêcher. Et quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Eh bien là-dedans vous avez Absolute Carnage, Venom 5, plus tous les tie-in, donc toutes les histoires annexes qui se passe peu dans Absolute Carnage, donc tout est là. Hop, on a vraiment tout qui est là. Ça fait énormément de contenu. Vous avez vraiment tout, donc pour 75 €. Si vous êtes vraiment fan, ça vaut le coup. Clairement, ça vaut le coup. Maintenant, pour moi, le défaut, je vous le dis honnêtement, je vais l'acheter parce que je suis vraiment fan, mais c'est que c'est super chaud à lire. Moi, j'adore lire dans mon divan, dans un canapé, posé comme ça, tranquille. Mais là, avec ça, c'est relativement complexe. Donc voilà, malheureusement, c'est le petit défaut, mais sinon c'est de la vraie bombe, le grand format, l'édition, le contenu total, c'est vraiment l'édition ultime pour tout kiffer d'Absolute Carnage. Bon, on a assez parlé de Carnage, maintenant on va passer à de l'indé. Blade Theme Dry de chez iComics, la petite bombe, le petit ovni vampire qui vient de sortir chez iComics. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va vachement chauffer. Je trouve le dessin assez sympa. Et rien que la cover m'a vraiment donné envie. Donc c'est Vampire et Ninja à la sauce cyberpunk. Rien que ça, déjà là, ça m'a déjà assez intéressé. Et je me réjouis de dire ça. Alors le pitch pour ceux que ça intéresse, on va quand même le faire. Donc année 3333, malgré la méfiance persistante à certains mortels à l'égard des vampires, voici des siècles que les deux espèces cohabitent pacifiquement. Mais le statu quo est rompu lorsqu'une série de meurtres visant les suceurs de sang frappe la mégapole d'Asylum. Lancée sur les traces du mystérieux tueur de vampires, l'inspectrice Harper Holloway se trouve alors au cœur d'un vaste complot qui risque de modifier à jamais le destin de l'humanité, à commencer par le sien. Entre trahison et effusion de sang, parviendra-t-elle à enfin faire éclater la vérité? Donc voilà le pitch de ce comics. Mais franchement, j'ai pas entendu grand chose dessus, mais j'ai vu la cover, je l'ai trouvé sublime, je l'ai feuilleté, j'ai trouvé le dessin vachement intéressant, assez classe, de l'action. J'ai lu le pitch, je trouvais qu'il y avait un petit truc de mystère qui m'a intéressé, donc je me suis dit pourquoi pas. Je suis toujours en recherche d'un dé. Et c'est un one shot, visiblement, je ne vois pas de numéro, donc oui c'est un one shot. Donc voilà, un petit one shot pour 17,90 €, si c'est bien fait, pourquoi pas. Peut-être une vidéo à venir, on ne sait jamais, mais sinon, voilà.
Blade Them Dry. Si vous aimez les vampires, les ninjas et les cyberpunk, foncez. On passe sur Flashpoint, les mondes de Flashpoint, tome 2. Green Lantern, si vous avez vu les vidéos précédentes des sorties, vous savez, donc ce sont les tie-in. Ici, on se concentre sur Green Lantern. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Donc, Abinsu, Green Lantern, donc le Green Lantern, le premier. Frankenstein et les créatures de l'inconnu, Green Arrow Industries, Hal Jordan et Booster Gold Turbulence. Donc, 4 mini-séries qui ont à voir avec, avec Flashpoint, qui se passe peu dans Flashpoint juste avant et peu dans. Ça, je valide totalement. Je me réjouis d'avoir les 4. Oui, les 4. Pour tout relire et vraiment kiffer Flashpoint à 100%. On repart sur du Panini avec Symbiote Spider-Man, King in Black. Donc, c'est un event qui se passe peu dans King in Black, mais dans le passé. Donc, c'est assez spécial, oui. Donc, en fait, peu dans King in Black, donc l'event actuel qui se passe pour le moment dans les softcovers a tellement d'impact qu'en fait, Knull arrive à interférer avec le passé et donc des créatures noires de Knull arrivent dans le passé, donc au moment où Spider-Man avait son costume noir, et Spidey va rencontrer le gardien et Kang qui vont lui prêter main forte pour réussir à repousser ces créatures. Alors ça c'est du pur fan service parce que est-ce que c'est important pour King in Black? Je ne crois pas. Est-ce que c'est fun à lire? Sûrement, en plus c'est super beau. C'est du Spidey, c'est dans le label qu'ils ont fait, où ce qui se passe justement, dès qu'ils sont déjà au troisième tome donc de Symbiote Spider-Man. Donc c'est quand Spider-Man il a le symbiote sur lui. Et ils ont fait donc c'est le troisième numéro qui se passe à cette époque-là, mais au bout du jour, avec des beaux dessins, donc c'est cool. Je valide, j'avais lu les 2 premiers, c'était pas non plus obligatoire à lire, mais pour un fan de Spider-Man, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, si vous êtes fan du tisseur, vous aimez bien son costume noir. Un petit nouveau, King in Black. C'est le Spider-Man. Ensuite, encore du Panini. Shang-Chi, j'ai commencé. C'est donc d'une série de 2020. On a le numéro 1 à 5 de la série Shang-Chi de 2020. Shang-Chi qui sort la semaine prochaine au cinéma. J'espère que vous êtes prêts à aller le voir. Au début, j'étais pas chaud du tout sur le personnage. Franchement, c'était un truc. Moi, je le connaissais uniquement parce que je l'avais vu dans le run de Dan Slott où il aide Spidey à maîtriser son corps et son esprit. Et du coup, j'ai commencé celui-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ici, on a un retour du maître du Kung Fu. Et donc, c'était son grand-père qui était à la main, qui était directeur, qui gérait une secte, la secte dont j'ai oublié le nom, des 5 armées qui protégeaient la Chine. Et donc, dans le passé, il s'est battu, il l'a vaincu. Et donc, c'était son père qui dirigeait la secte, le maître du bâton, mais qui est assassiné par le maître du marteau. Et en fait, l'esprit du feu qui dirige la secte, en fait, il va le diriger lui, qui est l'esprit de la main. Et donc, du coup, il y a une faction qui veut tenter de le tuer parce qu'ils vont plus ou moins l'avoir lui comme chef. Et l'autre, qui va tenter de le recruter parce qu'ils veulent l'avoir comme chef, alors que lui, il vit sa petite vie peinard en Amérique à San Francisco. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je connaissais pas du tout le personnage. Je suis à la moitié du comics. Pour le moment, j'ai vraiment bien aimé. On a 2 dessinateurs, un que je préfère que l'autre. On a un qui œuvre sur les flashbacks. Voilà, ça c'est les flashbacks. Et puis on a celui qui fait les dessins sur le présent. J'aime un peu moins, même si ça reste joli. Hop. Vous avez quelques pages. Donc voilà, c'est un comics assez récent sur Shang-Chi. Pour découvrir le personnage, je valide, je suis pour. Lutte fraternelle. Ça vient de sortir chez Panini Comics. Deuxième sortie 100% Panini Comics, Maestro. Je l'ai lu celui-là. Donc ce sont les origin story, la première partie, en tout cas car j'ai vu qu'aux États-Unis il y avait une partie 2, effectivement je l'ai lu et je suis un peu resté sur ma faim, donc on a l'origine de Maestro, une origine assez classique je dois dire, en tout cas celle qui est racontée là-dedans. Le dessin est très très beau, franchement, vraiment bien, vraiment très sympa. Donc le scénario, on va découvrir comment Bruce Banner est devenu Maestro, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il est devenu comme ça, et qu'est-ce qu'il veut devenir. Hop. On le voit là-dedans, on le découvre là-dedans, c'est assez intéressant, même si j'ai trouvé, je vous avoue, que le moment où il est gentil et où il bascule un peu dans la dinguerie, j'ai trouvé ça assez rapide, juste parce que, voilà, lisez-le si vous voulez savoir, pour pas spoiler, mais j'ai trouvé ça un peu facile, et puis à la fin de la saison, ma fin. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 aux USA, donc j'espère que Panini nous le fournira pour qu'on puisse découvrir la suite, sinon je me tournerai vers la VO. Et voilà, Maestro, si vous aimez bien le personnage de Hulk et de Maestro, forcément, petit comics à lire, bien sympathique. On passe maintenant à l'avant-dernière sortie, je garde le meilleur pour la fin. Donc là, on est sur du Young Justice, Brian Michael Bendis,
qui finit donc son Young Justice en 3 tomes. Série sympathique, mais qui est réservée principalement aux fans de la Young Justice. Si vous n'avez rien à péter de cette série-là, ce n'est clairement pas la série du siècle, mais moi j'avais vraiment bien aimé parce que c'est une équipe que j'aime vraiment bien, que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup en comics. Et Bendis, il écrit bien un peu les séries teenage, entre guillemets. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment à la lecture, c'est très beau. C'est pas une série qui changera à jamais votre vision du comics, mais voilà, on passe un bon moment, une équipe de jeunes héros, c'est joli, c'est agréable à lire, donc des fois, ça change les idées, que demander de plus. Young Justice, tome 3, guerrier, c'est la fin. J'espère qu'on verra cette équipe bientôt, comme les Teen Titans. Maintenant, on passe au dernier, au maître, encore du Bendis, du Maliv, Daredevil, par Brian Michael Bendis. Ça, c'est une tuerie. Ok, le dessin, vous allez me dire, oui, mais le dessin, c'est pas non plus terrible, c'est très... mais c'est ça qui fait le charme. Foncez. Foncez. Je n'ai que ça à dire, foncez. Achetez-le. Achetez. C'est une tuerie. Moi, j'ai commencé à l'époque avec ça. Hop, Daredevil. J'ai commencé les comics de Daredevil avec ça à l'époque. Je me souviens, j'avais vu le film. Et je voulais absolument lire du comics. Donc j'ai commencé avec le run de Bendis. Bon, moi j'ai commencé avec le numéro 2. J'ai encore les tomes. J'ai le 2, le 4. J'ai jamais réussi à mettre la main sur le 1 et le 3. Parce qu'à l'époque, le 1, j'avais pas les moyens de me le payer vu le prix qu'il demandait. On était sur du 90 euros. Moi déjà 30 euros, c'était déjà chaud à l'époque. Donc moi je pense que c'était moins cher les deux. À l'époque c'était une vingtaine d'euros, mais bon, c'était déjà compliqué. Et le 3, je me souviens, quand il est sorti, le jour de la sortie, il était déjà sold out. Donc du coup, je ne l'ai pas eu, mais j'avais eu le 4 et le 2. J'avais quand même kiffé, donc maintenant je vais enfin pouvoir me refaire le run dans l'intégralité. Et pour le pitch, quand même, parce que je vous ai montré le dessin, que j'aime vraiment beaucoup, ça participe vraiment bien à l'ambiance. Mais le pitch, donc, le caïd se fait assassiner et il se fait trahir par son équipe. Et le Matt Murdock est victime d'une tentative de meurtre. C'est la guerre dans Hell's Kitchen, c'est la merde. Et le diable de Hell's Kitchen, Daredevil, est là pour veiller au grain. Va-t-il réussir à remettre de l'ordre là-dedans? On ne sait pas. On est vraiment dans un récit noir, récit policier, entre guillemets, thriller. C'est vraiment de la bombe. Si vous kiffez Daredevil, ou même si vous kiffez pas spécialement, j'en avais déjà parlé dans le comics, dans ma vidéo sur Daredevil, mais le Daredevil de Starsky, qui est une vraie bombe aussi. On a vraiment ce côté urbain, terre à terre, auquel on peut presque s'identifier aux héros. On est vraiment dans un truc qui est très très éloigné du Avengers, Iron Man, etc. On est vraiment dans du réel, entre guillemets, presque. Presque, c'est forcément le gars aveugle, il saute de toi en toi, il tabasse comme des mecs, hein, mais on va dire que ça... On a l'impression d'être un peu dans un film noir. Et ça que j'ai vraiment bien aimé, on a les enquêtes, on a les mystères. C'est vraiment une bombe que je vous conseille absolument de lire. Une vidéo arrivera bien sûr là-dessus pour parler de Daredevil encore et encore. Parce que moi, évidemment, je ne suis pas 100% objectif parce que Daredevil pour moi, c'est le number one des super-héros que j'adore lire. Mais c'est aussi, je l'adore aussi justement par son ambiance, par la façon dont c'est écrit, par la façon dont on raconte son histoire qui est assez différente des trucs classiques et que je trouve assez proche de nous, plus proche de nous, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, Daredevil, ça je vous le conseille. Vous avez un truc à acheter, vous achetez Daredevil, voilà. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Je veux vos avis. Comme ça, je sais qui je dois kicker si vous n'aimez pas, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vraiment eu pas mal de sorties pour une fin de mois. Surtout en comics, c'était vraiment très très chargé. Il y a encore eu d'autres trucs, mais bon là, j'avais trop, sinon la vidéo durait trop longtemps. En manga, il y a eu un peu moins. Mais la semaine prochaine, il y a du très lourd qui arrive, il y a du My Hero Academia qui arrive, il y a du Dr. Stone qui va arriver, il y a vraiment beaucoup de trucs, plus encore plein d'autres trucs qui vont sortir forcément. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tous à très bientôt. Salut et merci!